Un jour, j'ai décidé de réaliser un rêve d'ado. Et ce soir, je vais raconter ça. Ça va, vous? Ah, je vous sens pas chaud. Ça va? Ah, bah voilà. Bon, bonsoir, je m'appelle Christophe et communément dans la vie, je suis développeur. Je suis développeur de manière indépendante depuis près de 5 ans maintenant. Je commets mes méfaits au sein de Timonetics, qui est un collectif de marques que j'ai cofondé avec mon associé, qui est un collectif de marques au sein de la coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle CoopAnam. Et je ne vais pas du tout vous parler de ça ce soir. Ce soir, je vais vous parler de mon rêve d'ado. Alors voilà. Il y a quelques années, je venais de terminer mes études depuis quelques temps et donc je me suis retrouvé à vivre chez moi avec du temps et de l'argent. Donc j'ai décidé de réaliser donc, ce rêve d'ado. Et donc en 2020, en plein milieu du confinement, j'ai traversé la moitié du sud-ouest pour aller acheter des platines d'occasion. Alors, ce n'était pas illégal, hein, je vous rassure. À ce moment-là, dans le confinement, il y avait une exception qui disait, enfin, il y en avait plusieurs, mais il y en avait une qui disait on a le droit, si c'est pour aller visiter des personnes âgées qui sont isolées. Et en fait, à ce moment-là, mon beau-père venait de perdre sa femme depuis quelques temps. Donc, avec ma compagne, on allait régulièrement le voir, y compris pendant le confinement. Et ouais, il se trouve qu'à l'occasion d'un de ces déplacements, on avait profité pour faire un petit crochet par Perpignan pour acheter des platines d'occasion. Donc je cherche sur Internet pour réaliser mon rêve et je tombe sur le bon coin sur 2 platines Denon DNS 3700 qui sont 2 platines un peu, ouais, c'est un peu vintage quoi, ça a quelques années. Ça supporte l'USB, c'est très bien. Je me suis dit je vais mixer avec des clés USB et puis j'achète pour accompagner tout ça une table de mixage Allen & F, qui est une très bonne marque anglaise, neuve celle-là. Je l'achète sans USB et vous allez voir, ça va être important pour la suite. Et puis le but, c'est de faire des lives sur Internet, quoi. Donc je me dis, je vais faire des lives pour PeerTube, sur PeerTube pour faire marrer les potes, on va bien s'amuser. Donc je commence à chercher comment on fait. Alors pour le streaming, ça va, il y a un standard. Il y a un gros standard, c'est le standard de fait, ça s'appelle OBS Studio. En fait, quand vous regardez des gens, des vidéastes qui font des lives sur... comment ça s'appelle déjà Twitch. Qui font des lives sur Twitch, en fait, ils utilisent ça. C'est un logiciel libre qui permet de streamer, qui est très, très bien développé. Et puis pour la partie captation vidéo, bah, ça tombe bien parce que j'ai un vieux Canon EOS 60D que j'ai récupéré de mon père. Je me dis, ça devrait le faire, un réflexe pour capter les vidéos. Donc je me mets à chercher comment je peux comment je peux capter de la vidéo depuis un réflexe. Je tombe sur un tuto, le tuto dit, faut installer Video for Linux. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien de très étonnant, hein. Le nom parle de lui-même. Il faut installer GPhoto 2. Je dis, bon, GPhoto 2, d'accord. En gros, GPhoto 2, c'est un projet qui fournit un certain nombre de drivers pour des caméras réflexes. Il faut installer FFmpeg. Bah oui, pour convertir la vidéo. Et il faut lancer cette ligne de commande. Et en fait, bon, c'est pas que ça m'effraie, mais ça me saoule en fait. J'ai pas envie de lancer une ligne de commande avant chacun de mes lives. Donc je commence à chercher, est-ce qu'il n'y a pas déjà des trucs qui existent qui regrouperaient les trois, un plugin OBS qui regrouperait les trois. Et en fait, à mon grand étonnement, je ne trouve pas. En fait, il n'y a pas de plugin officiel OBS pour faire ça. Sous Windows, bah, c'est très bien, les fabricants de caméras ils fournissent les drivers pour faire ça, mais sous Linux, bah, il n'y a pas de plugin OBS qui regroupe les trois. Alors je tombe bien sur un projet développé par une personne, enfin un profil qui s'appelle Aterratio, qui malheureusement plus maintenu aujourd'hui. Et puis il date un peu, donc il est plus compatible avec les dernières versions d'OBS. Heureusement pour moi, je suis développeur. Bon, c'est un projet qui est en C, c'est pas mon langage de prédilection, mais je regarde, il y a peut-être moyen de faire un truc. Et puis, fort heureusement pour moi, il n'y a pas trop de modifications à faire. J'arrive à corriger les 2-3 trucs qui déconnent. Je le compile, je le mets dans OBS, ça marche.
presque du premier coup, j'étais étonné. Tout va bien. Quand soudain, des rebondissements. Bah oui, parce que moi, ce que je n'avais pas prévu, c'est que bon, les platines, les DNS 3700, elles sont bien, mais elles sont vieilles. Donc, elles lisent des formats audio nuls, comme le Wave, le MP3, qui écoute encore des MP3. Moi, ma bibliothèque, elle est en FLAC. Tu es nul. Moi, ma bibliothèque, elle est en FLAC et je fais mes playlists dans le lecteur audio de GNOME, dont je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il est abominable. Enfin, l'accent que je vais devoir prendre pour le prononcer est abominable. Bon, c'est pas ouf, donc je me dis, il y a peut-être moyen de développer un plugin pour ce truc-là. C'est du Python. Derrière, il y a du GTK+. Il y a une bibliothèque, il y a un binding GTK pour faire du Python. Bon. Je développe un truc. J'arrive, à mon grand étonnement, plutôt facilement à faire un petit plugin qui me permet de faire un clic droit sur une playlist que j'ai fait dans le lecteur vidéo, de convertir les chansons en MP3 et de les transférer sur une clé USB. Bon, bah on essaye. Sauf qu'en fait, faire de l'USB, c'est pas facile. Et j'ai pété 2-3 clés USB parce que en fait, régulièrement, le processus il figeait. Et donc, je ne pouvais pas déconnecter la clé USB pour commencer à mixer. Donc, j'arrachais la clé USB pour commencer à mixer. Et la clé USB, elle ne marchait plus. Donc, j'ai détruit 2 clés USB. Ça m'a saoulé. Et puis, en plus, il y a un autre truc que je n'avais pas prévu, c'est que si j'avais envie d'avoir des métadonnées sur les musiques que j'étais en train de mixer, genre la forme d'onde, j'ai envie d'afficher ça sur l'écran de la platine. Ce qui est intéressant, je veux savoir quand sont les temps forts et les temps un peu plus calmes de la musique, c'est très important pour mixer. Ou ne serait-ce que le tempo, c'est bien pour caler les deux musiques au même tempo. Bah, je suis obligé d'utiliser un logiciel externe qui s'appelle le Denon Music Manager, qui ne fonctionne que sur Windows et qui a une interface abominable. Donc je suis obligé de faire une VM Windows. Donc c'est non. C'est non. Donc là, je commence à déprimer un peu. Je commence à me dire, en fait, ça ne va pas être possible. Et puis un petit peu après, je ne sais plus comment, je tombe sur un logiciel open source, libre même, qui s'appelle Mix. Alors, si vous connaissez VirtualDJ, en fait, le principe est le même. Si vous ne connaissez pas, c'est simple, c'est un logiciel qui vous permet de mixer de la musique. C'est un logiciel qui comprend un vieux format audio qui s'appelle le MIDI, un vieux standard audio qui s'appelle le MIDI, qui est toujours utilisé aujourd'hui si vous achetez des synthés physiques hein, avec des touches et tout, genre pas pour mettre dans Ableton, mais un vrai clavier, il y a encore des gens qui achètent ça. Bah, quand vous appuyez sur des touches et que votre clavier il est relié en USB à votre ordinateur, bah, ça envoie des signaux MIDI. Et puis bah, mes platines, elles font ça, parce qu'elles se connectent en USB à l'ordinateur. Donc quand j'appuie sur lancer la chanson, ou quand j'appuie sur pause, bah, ça renvoie des signaux MIDI. C'est très bien, je me dis, a priori, ça peut le faire. Je n'avais pas prévu de mixer avec un logiciel, mais après tout, pourquoi pas. Il y a peut-être moyen de moyenner. Donc je commence à chercher un binding. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du logiciel libre. C'est toujours le parent pauvre des logiciels. Les fabricants, quand ils fabriquent des platines, ils écrivent eux-mêmes leur mapping pour les logiciels genre VirtualDJ, Traktor. Bon, Mix, ils ne connaissent pas, ils n'en ont rien à foutre. Donc c'est la communauté qui écrit. C'est des trucs qui sont écrits aujourd'hui, c'est des mappings qui sont écrits en JavaScript. Il y en a des officiels qui sont embarqués dans le logiciel Mix, qui ont été validés par la communauté, puis il y en a d'autres qui sont développés qui sont à côté, qui sont hébergés sur GitHub, et moi j'en trouve un. Bon, en fait, ça va être une rengaine, hein, c'est que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui commencent un hobby, puis ils font ça quelques années, et puis au bout de quelques années, ils vendent le matériel, et puis ils en achètent une, et puis ils arrêtent de développer. Donc ce truc-là, il a quelques années, c'est fait dans du JavaScript nul, c'est du JavaScript 3, c'est moche, mais globalement, ça marche, on va peut-être dépoussiérer un peu le truc. Il y a moyen de moyenner. Donc je le fais fonctionner. Sauf qu'encore une fois, moi, je n'avais pas prévu de mixer avec un logiciel. Donc,
en fait, je n'avais pas prévu que la table de mixage, elle doive parler à l'ordinateur. Donc, il n'y a rien entre les deux pour envoyer les flux audio, les flux MIDI. Donc, je suis obligé d'acheter une carte son externe. Donc, encore une fois, je cherche. Là, ça va être le gros problème, c'est quand on parle d'audio sous Linux, ça va être ce gros problème. En fait, il n'y a pas grand monde qui fait ça, c'est une idée bizarre de base. Donc, quand on cherche quel matériel fonctionne sur Linux, on ne trouve pas grand-chose. Bon, moi, je trouve ça, une carte son qui s'appelle la Rain SL1. Je trouve des vieux threads de forums qui disent « Ouais, ça fonctionnait sur ma Ubuntu 12.4 ». Je me dis, si ça fonctionnait il y a 10 ans, il y a moyen que ça fonctionne toujours aujourd'hui. En plus, c'est très bien, c'est une carte son qui a été produite au tout début de l'ère où les gens essayaient de faire des logiciels pour faire mixer les DJ, ceux qui mixaient au vinyle, les vieux de la vieille. Pour leur dire, maintenant, vous pouvez aussi utiliser les logiciels. Donc, c'est des trucs qui ont été produits en masse. Il y en a des pelles de ces cartes. On en trouve pour pas trop cher sur le Bon Coin. Donc, j'en trouve une. Puis, je l'achète pour 50 €. Et puis j'y vais direct, et puis je la branche sur mon PC, et puis il ne marche pas le truc. Quoi. En fait, je suis retombé sur un vieux bug. J'avais découvert qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà ouvert un ticket sur cette carte son-là, qui rencontrait exactement mon bug, à savoir que c'est une carte son qui est, bon là vous le voyez, en fait il y a 2 sorties, il y a 2 entrées. Donc il y a 4 entrées-sorties stéréo, plus une entrée micro, donc on s'en fout parce que de toute façon je ne parle pas dans un micro. Moi je branche la carte son sur le PC et en fait le PC il dit bah non, il y a que 2 entrées-sorties sur ton truc. C'est bizarre. Moi mon but c'était de faire ça comme branchement, donc en fait j'ai le flux audio qui vient du PC, il passe en USB dans la carte son. Les deux, donc la platine droite et la platine gauche, sont envoyés respectivement dans la partie droite et la partie gauche de la table de mixage. Moi, je fais mon mix, et puis ensuite, ça ressort dans la carte son, donc là-haut en entrée, puis c'est rebalancé en USB dans le logiciel. Mais si je trouve que 2 entrées-sorties, en fait, il en manque la moitié, là, le compte n'est pas bon, Kevin. Donc j'ouvre un ticket. Sur le kernel tracker, donc sur la plateforme pour dire à Linus, il y a une merde dans ton code. Et les mecs sont hyper sympas. Je suis tombé sur, je crois que c'est pour ce ticket, j'ai eu affaire qu'à une seule personne, une crème qui a été hyper patiente parce que moi je suis pas dev bas niveau, donc il y a plein de trucs que je comprenais pas trop. La personne trouve assez rapidement mon problème, elle trouve que ça vient d'une régression, une modification qui a été faite, me propose un patch, donc je récupère le patch, je compile, donc c'est un bug qui venait du module ALSA du kernel, qui est vraiment le moteur sonore de Linux, c'est vraiment le moteur qui va s'occuper de tout ce qui est son dans Linux. Je prends le patch, je recompile ALSA, j'installe, etc., ça marche, c'est trop bien, je suis content, j'ai mes 2 entrées-sorties. Et à la suite de ça, je peux faire mon premier live. Je suis content. Entre le début où j'ai acheté mes platines en 2020 et le premier live, je crois que le premier live, je l'ai fait en 2022 pour vous dire à quel point des fois j'ai la flemme. Bon, malheureusement pour moi, en plus d'avoir la flemme, je suis un peu débile. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à trouver que bon, la carte son, la table de mixage, il y a toute la câblasse. Ça prend de la place, tout ça, c'est relou. En plus, il y a des fois, ça se met à plus marcher. Je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de retrifouiller des trucs. Ce que j'aurais dû faire depuis le départ, que je n'ai pas fait pour économiser un peu d'argent, c'est acheter la version de la table de mixage avec l'USB. Ça aurait été moins stupide dès le départ. Donc je fais ça en fait. Donc je revends l'ancienne table de mixage sur le Bon Coin. C'est trop bien parce qu'en plus je la revends pas beaucoup moins cher que ce que je l'ai acheté à l'époque. Enfin pas beaucoup moins cher que le prix qu'elle est vendue aujourd'hui. Et comme il y a eu l'inflation entre-temps, en fait je l'ai revendue pratiquement le prix que je l'ai acheté à l'époque. Et puis j'achète la version USB, qui est un peu plus chère. Je la reçois, je la branche, et il se passe quoi ?
ça marche pas. Pourtant, je suis allé, là pour le coup, j'ai pas fait le con, c'est-à-dire que je suis allé vérifier, c'est que dans Mix, il y a un wiki où il liste tout le matériel qui a été testé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu cons comme moi et qui ont acheté sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, et qui ont branché, et puis qu'on dit bah, ça marche, ça marche pas, ça faut faire telle et telle manique pour que ça marche. Donc, elle est là, elle est mixée, elle est listée, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant, elle est belle, hein, franchement. Donc, je rouvre un ticket. Je leur ai dit, j'ai dit, ton truc, là, marche pas. Bon, là, j'ai un tout petit peu plus de problème, c'est que la personne qui m'a répondu ne comprenait pas. Là, il faut que je fasse une petite insert sur comment fonctionne l'USB. L'USB, c'est un standard, et à l'intérieur de son standard, il y a une partie. Alors, je n'ai pas tout poncé le sujet, donc les gens qui sont plus bas niveau et qui connaissent, la meilleure n'est pas dessus si je dis des trucs qui ne sont pas tout à fait corrects, mais à l'intérieur de la norme USB, il y a une partie de la norme qui s'appelle USB class. L'USB class, c'est une partie de la norme qui permet aux périphériques de spécifier ce qu'ils sont et comment ils se définissent. Donc, par exemple, un appareil photo qui dit « moi, je suis un appareil photo ». Une imprimante qui dit « moi, je n'imprime pas parce que c'est Linux ». Et une table de mixage qui dit « normalement, j'ai 4 entrées, mais là, je ne sais pas pourquoi tu n'en as que 2 ». Et normalement, la table de mixage implémente ce protocole USB class. Elle est USB class audio. Elle est censée dire à l'ordinateur, moi j'ai 4 entrées-sorties, stéréo. Et alors, dans la norme, il y a aussi, ce qui est spécifié, c'est comment communiquer avec les appareils pour que les appareils déclarent leur capacité. Et là, c'est un délire. Il y a 2 méthodes d'initialisation de l'USB. Il y a le vieux schéma, et il y a le nouveau schéma. Le vieux schéma, alors si j'ai bien compris, j'ai listé l'explication, j'ai listé le ticket parce que c'est le gars qui m'a répondu en fait dans le ticket du kernel, qui m'a expliqué ce que c'est ce truc-là. Donc allez voir si ça vous intéresse, c'est vachement intéressant. Dans la norme USB 2, il y a une spécification de comment il faut interagir avec un périphérique pour qu'il se déclare, pour qu'il dise moi j'ai telle capacité, etc. Et apparemment, à un moment donné, Windows a décidé qu'il ne faisait pas pareil. Et donc, je crois que c'est aux alentours de Vista, ils ont décidé d'implémenter une nouvelle méthode d'initialisation, qui est le nouveau schéma. Et bien, comme c'est Microsoft et ils sont en monopole, donc tous les fabricants de périphériques ont dit « Ok, on va faire comme ça ». Et tu as des périphériques qui parlent que le nouveau format. Et donc, à un moment donné, dans le noyau Linux, les développeurs se sont dit « Normalement, on teste les 2 formats. S'il y en a un qui échoue, on essaye les 2. D'abord, jusqu'à une certaine version du kernel qui est la 5.4.0. La première version qui était testée, c'était l'ancien schéma, et puis si ça échouait, on essayait le nouveau schéma. Et à partir de la 5.4.1, ils ont dit on va tester d'abord le nouveau schéma, et puis si ça échoue, on teste l'ancien schéma. Et en fait, le gars, il ne comprenait pas. Ce qui se passait, c'est que le matériel, il fonctionne correctement avec l'ancien schéma d'initialisation, et il ne fonctionnait pas avec le nouveau schéma d'initialisation. C'est-à-dire qu'avec le nouveau schéma d'initialisation, il ne déclarait pas le bon nombre d'entrées-sorties. Donc pour l'instant, et c'est un hack, et je n'ai pas trouvé mieux. Donc s'il y a quelqu'un qui fait du développement bas niveau et qui a envie de mettre les mains là-dedans, je serais ravi de vous aider. Mais la seule solution que j'ai trouvée à l'heure actuelle, c'est de forcer le kernel à tester d'abord l'ancien schéma. Et là, ça marche. Et alors, j'ai testé. Ça fonctionne. Je n'ai pas fait de live encore. On verra au prochain live. Ça veut dire recompiler chaque kernel.
Non, 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 j'ai pas besoin de recompiler le kernel. En fait, c'est un paramètre, si tu le passes au boot, et ça dit au kernel, bah, moi je préfère que tu testes l'ancien schéma d'initialisation d'abord. Comme je l'ai dit, en fait, le problème, c'est qu'il y a des fabricants qui ont dit, bah, nous, on va parler que le nouveau schéma. Donc, potentiellement, en fait, pour certains périphériques, booter avec ce paramètre du kernel, ça pourrait faire que le périphérique, en fait, il n'est pas détecté du tout. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème. Bon, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? Il y a beaucoup de tickets. On en conclut que l'audio sous Linux, globalement, c'est compliqué. Et en vrai, ce n'est même pas la faute de Linux. La stack audio aujourd'hui sur Linux, il y a une époque, c'était un enfer. La stack audio sous Linux aujourd'hui est d'une extrême qualité. Elle est extrêmement fiable, surtout avec l'arrivée aujourd'hui de Pipewire qui unifie deux moteurs de son qui étaient Pulse Audio, qui était vraiment le moteur de son grand public, qui est distribué avec toutes les distributions, et Jack, qui était vraiment un moteur de son plus destiné aux personnes qui font du multimédia, donc qui font de l'audio, etc. Et il y a une époque, on ne pouvait pas utiliser les deux ensemble si on voulait. On pouvait utiliser l'un ou l'autre. Si on voulait faire du multimédia, il fallait démarrer Jack. Donc, il fallait arrêter Pulse Audio. Et des fois, ça ne marchait juste plus. Donc, on n'avait plus de son sous Linux. Il fallait rebooter. C'était un enfer. Et Pipewire unifie les deux et c'est très bien. Donc, honnêtement, aujourd'hui, on a de l'audio de très bonne qualité sous Linux. En fait, le problème, c'est les fabricants qui ne savent pas qu'il y a des gens qui ont des idées bizarres et qui font des trucs pas naturels avec leurs périphériques. Et donc, du coup, bah, ils développent des trucs, ils développent leur driver pour Windows, éventuellement pour Mac. Bon, ils font beaucoup pour Mac parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont encore sur Mac aujourd'hui. Et puis, Linux, bah, et même quand vous achetez un matériel qui est normalement garanti, implémente la norme USB, bah, vous n'avez pas vraiment la garantie que ça va fonctionner sous Linux. Donc à ce stade, on en est là. Il y a des gens qui, comme moi, ont un petit peu d'argent à dépenser et achètent du matériel dans l'espoir que ça va fonctionner. Parfois, ça permet de remonter des tickets et ça permet de corriger des bugs et d'améliorer le kernel. Et puis des fois, bah, comme c'est le cas pour la Xzone 23C, bah, des fois, ça ne marche pas et on sait, voilà, on a des pansements, mais on n'a pas beaucoup. Donc ceci est un appel à l'aide. Si vous êtes développeur ou développeuse bas niveau, que vraiment votre kiff c'est de développer du kernel, contactez-moi. Moi je suis super ravi de vous aider à faire fonctionner la Xzone 23C. Moi j'adore. Voilà, c'est tout pour moi. Et on a combien de temps pour les questions? 1 minute pour les questions. Donc on a 1 minute pour une question, pas une remarque, parce qu'on n'a pas le temps. Donc si vous avez une vraie question, il y a une personne... Qui? Question moins intéressante. Non, c'est rien, il ne l'a pas posé. Pourquoi tu n'as pas essayé Final Scratch? Pourquoi j'ai... Le logiciel de référence, alors que la toute première version de Final Scratch a été écrite sous Linux en 99. Pourquoi j'ai pas essayé Final Scratch qui est de référence? Comment ça? Bah, moi, quand j'ai cherché, je suis tombé sur Mix, c'est pas Final Scratch. Donc, c'est peut-être pas ça la référence. Non, mais Mix est de très bonne qualité. Peut-être que Final Scratch, c'est juste que je suis pas tombé dessus. Ouais, deuxième question. C'est quoi que tu mixes? Alors, j'ai pas donné les liens de où je fais les lives parce que je les fais sous pseudo et là, cette conférence, elle est sous mon identité civile. J'essaie de séparer les deux. Globalement, moi, mon kiff, c'est la musique électronique de manière générale. Donc, ça va être de l'électro, de la techno. J'ai mixé de la drum and bass. J'ai mixé un peu de rap et de trap, mais c'est pas trop mon... J'ai fait du disco. J'ai un mix disco. Trop cool. Et voilà, c'est globalement ce que je mixe. On a une troisième question. Ouais. À quel moment tu as décidé de ne pas contribuer au repo GitHub qui a semblé apporter une solution, même si elle était vieille? Lequel? Celui qui s'est arrêté il y a 7 ans. Le plugin OBS? Ouais. Bah, je l'ai fait, en fait, il est publié. J'ai un fork, il est publié. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand les mainteneurs et les mainteneuses disparaissent, en fait, je peux pas... Moi, je veux bien ouvrir un pull request, mais s'ils ne sont pas là pour l'émerger... Alors après, c'est surtout que je n'ai pas testé. Il y a peut-être la communauté OBS qui serait très heureuse de... Il y a peut-être moyen de le faire merger dans l'OBS. C'est juste que je n'ai pas cherché. Écoutez, si vous êtes développeur ou développeuse OBS et que ça vous intéresse que je fasse merger là-dedans, contactez-moi. Je suis content de contribuer. Je crois que c'est terminé. Et ça tombe bien parce qu'on n'a plus de questions. Je vous remercie.